Bon, salut tout le monde, petit vlog audio improvisé à la va-vite. Ouais, alors je fais plus tellement de vraies vidéos parce que moi j'aime pas trop faire des vidéos. Des fois j'en ai besoin pour porter un message plus facilement que concernant mes travaux écrits, parce que mes travaux écrits c'est beaucoup de travaux de long terme où je vais passer plusieurs semaines à modifier des articles sur certains points précis. Moi, je suis vraiment travail de long terme, je suis vraiment pas actualité. Des fois, j'en parle quand même dans les cas où c'est vraiment important, mais j'ai souvent tendance à le faire avec un certain retard. Là, d'ailleurs, ce vlog, ça devait faire un certain temps que je devais le faire, mais je n'ai eu de cesse de procrastiner parce qu'à chaque fois, j'étais toujours sur mes boulots de long terme. Bref, t'es pas tellement motivé à le faire, alors bon, là, du coup, on va le faire, et puis voilà. Mouvement des agriculteurs. Après la poussée initiale qui avait été très forte, les blocages avaient cessé, mais le mouvement a repris. Pas du tout de la même proportion, hein. Il y a ça et là, de façon localisée, des blocages de route. Ça et là, ils vont manifester face à des enseignes de grande distribution, face à des gros organismes, hein, alors des grossistes ou je ne sais quoi, qu'ils jugent comme responsables de leur exploitation indirecte, c'est-à-dire les organismes qui les forcent à casser leurs prix, genre Lactalis et compagnie. C'est moins fort que lorsque ça menaçait de converger vers Paris il y a quelques semaines, c'est moins fort qu'à ce moment-là, mais ça n'a pas cessé en France. On apprend que les marins-pêcheurs, alors je vérifie, les marins-pêcheurs auraient décidé de rejoindre le mouvement. Alors ouais, au Pas-de-Calais, il y a des pêcheurs qui ont manifesté avec les agriculteurs. Bref, eux aussi, ils ont des difficultés. Du coup, eux aussi se mettent un peu à manifester. Bon, pour l'instant, les luttes sont un peu réduites. Du coup, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Au salon de l'agriculture, salon de l'agriculture, ah bah on a vu les images. Il y avait les agriculteurs qui avaient décidé de rentrer avant l'ouverture, de prendre les devants. Il y avait eu des heurts avec la police. Des heurts, bon, assez modestes, mais il y avait des tensions. Finalement, Macron était quand même venu, il avait accepté de soi-disant débattre. Alors, débattre, c'était un dialogue de sourds, hein. Entre les agriculteurs d'une part et Macron d'autre part, c'était un dialogue de sourds. À chaque fois, je me souviens plus de ce qu'il a dit en détail, mais à chaque fois, il dit oui, il faut faire des trucs, mais nous, on en fait, nous, on a fait ça, 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 ça. Il était beaucoup dans l'autosatisfaction, dans l'autofélicitation de ce que eux faisaient, alors que c'était largement insuffisant pour les agriculteurs, et il le disait. Les agriculteurs parlent des difficultés de l'agriculture, lui il dit non, ça va très bien, on est bénéficiaire, on exporte plus de calories que ce qu'on importe, et gna 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 gna. Sauf que, sauf que si on est bénéficiaire, c'est avec les vins et les spiritueux. Nous, on est en train d'avoir une balance négative, on est en train d'entrer dans le rouge concernant la bouffe concrète. C'est ce que répondaient grosso merdo les agriculteurs, mais ils les écoutaient pas. Les agriculteurs, alors, ils ont parlé de trois sujets importants. La question des importations ukrainiennes, la question du libre-échange et la question de l'Union européenne. Sauf que là, sur ce point, euh, alors l'Ukraine, Macron, il parle juste de oui, mais on va faire en sorte que les importations ne dépassent pas le niveau de 2022-2023. Si ça dépasse, les taxes seront appliquées euh, sur les importations excédentaires. Sauf qu'on lui a dit que le niveau de 2022-2023 en termes d'importation, c'est 30 fois celui de 2019 et que c'est pas tenable. On lui a dit que il voulait rétablissement du protectionnisme surtout et pas juste au-dessus d'un certain niveau. Sauf que là, Macron, alors concernant l'Union européenne et le protectionnisme, hors de question. Hors de question de négocier là-dessus. Il dit, ouais, si on ferme les frontières, on va plus exporter. Sauf que bon, déjà, les agriculteurs, ils parlent pas de fermer complètement les frontières, ils parlent d'appliquer des formes de protectionnisme pour protéger nos normes et nos conditions de travail.
Enfin, surtout pour la Confédération paysanne qui défend les normes écologiques du côté de la FNSEA, ils veulent retirer les normes écologiques, mais ils se plaignent de concurrence déloyale aussi. Euh, Bref. Alors oui, pour plus de détails, FNSEA, il y a des membres de l'agrobusiness qui souhaitent s'attaquer aux normes écologiques. Coordination orale, ils se plaignent de trop de normes et ils veulent beaucoup de protectionnisme. Confédération paysanne, eux, ils veulent du protectionnisme, mais ils veulent maintien des normes écologiques. Il y a divers syndicats avec des désaccords entre eux, comme je le disais dans la dernière fois, avec des revendications un peu différentes selon les cas. Mais il y a un certain consensus pour mettre du protectionnisme. Sauf que Macron, il refuse. Alors, les agriculteurs, ils parlent pas de fermer complètement les frontières, ils parlent simplement de certaines formes de protectionnisme pour pas qu'ils se retrouvent détruits par une concurrence qui n'a pas les mêmes normes qu'eux. Voilà. Et lui, il dit, Macron, à propos de l'Union européenne, il dit que, ouais, sans Europe, il n'y a plus d'agriculture. Alors ça, c'est complètement hors sol. L'agriculture, ça existait bien avant l'Union européenne et ça lui survivra. Non, pour qu'il y ait agriculture, il n'y a pas besoin d'Union européenne en tant que telle. Et d'ailleurs, concernant l'Union européenne, il y en a qui n'arrêtent pas de parler du budget de la PAC. Ouais, mais l'agriculture, si elle survit, c'est grâce au budget de la PAC. Sauf que le budget de la PAC, ça fait partie du budget de l'UE, qui est financé par les pays de l'Union européenne. Et dans le financement du budget de l'UE, la France est contributrice nette. C'est-à-dire que si la France ne contribuait plus au budget de l'UE, alors il n'y aurait plus les subventions, mais vu qu'elle est contributrice nette, c'est-à-dire qu'elle donne plus que ce qu'elle reçoit. Et à ce moment-là, la France, il lui resterait davantage pour les, entre autres pour les agriculteurs. L'argument du budget de la PAC, bah, c'est un faux argument. Bref, j'ai fait plusieurs vidéos il y a plusieurs années sur l'Union européenne. Bon, c'est des vieilles vidéos, je ne sais pas si c'est tout à fait à jour. Ma pensée, elle peut avoir un petit peu évolué, même si fondamentalement, je reste en faveur du Frexit, opposé à l'UE, à l'euro, à l'OTAN, etc. Entre-temps, je me suis rapproché du communisme, nettement. Bref, c'était un dialogue de sourds. C'était un dialogue de sourds, ça m'avait tellement énervé qu'à un moment, j'ai décidé de partir courir. Normalement, ça devait être une petite séance de footing tranquille. Bah, au lieu de faire du footing, j'ai décidé de faire une grosse séance de seuil, tellement j'étais énervé. Et le pire, c'était que j'étais plutôt en forme malgré tout. Ça m'a énervé. L'arrogance de Macron qui essaie d'expliquer aux agriculteurs leur métier, alors que manifestement, il est vraiment hors sol, il ne connaît pas vraiment les réalités du terrain. Et puis, j'ai envie de dire, les exportations, au fond, au diable. Au diable, les exportations. Il faut revenir à une production d'abord vivrière. Il faut d'abord produire pour nos besoins. Pour relever les défis sociaux et écologiques qui s'amoncellent à l'horizon, il faudra d'abord se remettre à produire pour les besoins et non pour le profit ou la rentabilité. L'agriculture est devenue de plus en plus commerciale et alors la production d'une manière générale c'est de plus en plus orientée vers le commerce, sauf que c'est obsolète. Il faut revenir faire une production vivrière, se concentrer sur produire avant tout pour nos besoins, se contenter de produire pour les besoins pour avoir une production plus raisonnable. Et dégager des impératifs de rentabilité, on aura davantage de latitude pour s'occuper des questions environnementales. Sauf que revenir à une production pour les besoins, ce n'est pas possible dans un cadre capitaliste. C'est pour ça qu'il faut sortir du capitalisme, c'est pour ça qu'il faut le socialisme. Alors notons que les questions, alors oui, protectionnisme versus libre-échange, importation ukrainienne, Union européenne, c'est des questions qui ont été évoquées, que Macron a balayées d'un revers de la main. Alors concernant le sujet ukrainien, il ne va pas faire plus que ce qu'a voulu la Commission, et c'est-à-dire largement insuffisant par rapport à ce que veulent les agriculteurs. Oui, on va pas aller au-delà du niveau de 2022-2023 concernant les importations ukrainiennes, sauf que c'est 30 fois le niveau de 2019 et que ça pose déjà énormément de problèmes en tant que tel, et il s'en fout. Mais la question du capitalisme, hélas, elle était absente. Or, il faut pointer du doigt la responsabilité du capitalisme. Les agriculteurs, ils se plaignent du trop de normes, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que concernant la petite bourgeoisie, donc concernant les agriculteurs qui appartiennent à la petite bourgeoisie, donc c'est-à-dire la paysannerie française traditionnelle depuis la Révolution française et un peu avant,
et les petits producteurs privés qui produisent eux-mêmes pour vendre. Et concernant les artisans comparables, il y a fréquemment des cas où ils passent plus de temps au bureau à faire de la paperasse qu'à exercer leur métier proprement dit. Ça, effectivement, c'est un problème. Ils passent énormément de temps à faire de la paperasse et c'est une catastrophe. Euh, Où j'en étais? Bon, ça va être un peu décousu parce que c'est pas préparé, j'ai envie de le faire rapidement et de passer à autre chose. Ouais, ouais. Gros dialogue de sourds au salon de l'agriculture. Enfin, la surdité, surtout du côté Macron, hein, parce que en face, les agriculteurs, ils comprenaient ce que disait Macron, sauf qu'ils comprenaient surtout que Macron ne les écoutait pas, fondamentalement, ou qu'il faisait semblant d'écouter. Et qu'à chaque fois, alors oui, il parlait pour ne rien dire, il parlait pour maîtriser, pour contrôler la conversation, pour l'amener là où il voulait. Bref. Bon, après, pour les importations ukrainiennes, heureusement, les agriculteurs français, ils sont pas tout seuls. Les manifestations d'agriculteurs, c'est dans toute l'Union européenne à des degrés divers. En Espagne, en Italie, en Grèce, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. Un peu de tous les côtés. En Pologne, beaucoup. Et alors en Pologne, ils sont très remontés contre les importations ukrainiennes. Il y a eu plusieurs cas où on les a vus bloquer des convois et déverser sur la voie ou sur les rails des quantités énormes de marchandises. À un moment, je crois, maïs, ils auraient déversé 150 tonnes de graines de maïs ukrainiennes sur la voie ferrée en ayant arrêté un train. Bref, les agriculteurs polonais, ils sont très vénères. Ils menacent même de bloquer un point de transfert avec l'Allemagne, parce que les céréales ukrainiennes, des fois, au lieu de passer directement en Pologne, elles passent vers un autre pays, puis ensuite reviennent vers la Pologne en tant que céréales européennes, entre guillemets. Autrement dit, la restriction des importations des céréales ukrainiennes en Pologne est contournée, parce que ouais, en Pologne, le gouvernement précédent avait pris des restrictions concernant les importations de céréales ukrainiennes, sauf que celles-ci peuvent être contournées si par exemple au lieu d'entrer directement en Pologne, ça fait un détour par d'autres marchés, ça récupère un label de céréales européennes qui viennent du coup sans taxe particulière. Il y a une manif d'agriculteurs en Pologne, alors récemment, ils auraient tenté de pénétrer au Parlement, ils auraient forcé des barrières, ils auraient jeté des pierres sur des policiers, y compris des officiers. Donc ouais, pour vous dire que il y aurait eu des slogans anti-ukrainiens qui auraient été prononcés. Le pouvoir en place, il craint, il a peur que la Russie tente d'instrumentaliser la situation. Il y a même eu une image, on avait vu un tracteur avec un agriculteur polonais avec le vieux drapeau de l'Union soviétique et qui appelait Poutine à faire le ménage en Ukraine, à Bruxelles et à leur gouvernement, pour dire que ça va très loin. Alors, est-ce qu'il y a ingérence russe ou pas? Autant le mouvement des agriculteurs polonais en tant que tel, pour son déclenchement en tant que tel, il n'y a pas eu besoin d'ingérence russe. Je pense il y a pas besoin qu'il y ait de l'ingérence russe pour qu'il y ait le mouvement des agriculteurs polonais. En revanche, je vois après le type avec le vieux drapeau de l'URSS en train d'appeler Poutine à faire le ménage. On peut peut-être se poser des questions là-dessus parce que pour le coup, ça va vraiment loin. Enfin bref, la frustration des agriculteurs polonais à l'encontre des importations ukrainiennes est beaucoup plus forte qu'en France et ça se comprend. Euh, le SMIC en Pologne, euh, le salaire minimum en Pologne en janvier 2024, c'est à peu près 970 euros par mois. Salaire moyen, c'est 1700 euros. En, En Ukraine, c'est à peu près salaire minimum 250 euros, salaire moyen 365. C'est-à-dire, entre la France et la Pologne, il y a moins d'écart qu'entre la Pologne et l'Ukraine. C'est pour ça que les plaintes de concurrence déloyale de l'Ukraine en Pologne, bah, faut se rendre compte à quel point c'est fort.
Bref, les questions agricoles génèrent depuis des mois des tensions entre l'Ukraine et la Pologne. J'en avais déjà parlé dans un live précédent. Ou alors j'avais parlé un live où j'avais parlé surtout du conflit israélo-palestinien, mais sur la fin j'avais aussi parlé un petit peu de ce qui se passait en Ukraine, et sur la toute fin j'avais un tout petit peu parlé des coups d'État dans l'ancienne zone coloniale française. J'avais un petit peu parlé de ce qui se passait avec l'agriculture. Euh, Bref, le gouvernement actuel en Pologne, alors c'est un gouvernement issu d'une coalition de plusieurs partis minoritaires contre le PIS, qui a le score le plus élevé mais qui n'a pas de majorité absolue. Le gouvernement est plutôt européiste en Pologne actuellement, mais à cause de la force du PIS et à cause des mouvements d'agriculteurs, il peut pas faire tout ce qu'il veut. Bref. Du coup, ouais, en Pologne, les agriculteurs, ils sont très vénères. Euh, Bref, alors j'ai parlé un petit peu de des suites du mouvement des agriculteurs en France, que c'est moins fort qu'au début, mais que ça reste présent, les marins-pêcheurs, Macron qui fait son pseudo-débat au sein de l'agriculture, c'est comme le soi-disant grand débat après les Gilets jaunes. Vraiment, quelle suffisance du type qui croit connaître la situation alors qu'il est hors sol. Si encore Macron connaissait très bien la situation, qui s'énerve, ça pourrait se comprendre, mais c'est pas le cas. Et il y a eu une affaire de soi-disant, alors une affaire avec les soulèvements de la terre. Euh, L'Élysée aurait prononcé une invitation des soulèvements de la terre. Macron il dit non, mais on n'a jamais fait ça, ça m'énerve, je le dis en tant que président. Gna 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 gna. Alors soit c'est ses conseillers qui ont émis l'idée sans son aval, ce qui voudrait dire qu'il serait en train de perdre le contrôle, et ce qui serait pas très cohérent, sachant que Macron contrôle beaucoup ce qui se passe en interne. Il y a eu il y a eu des, des trucs qui sont sortis sur des pratiques de micromanagement de la part de Macron. Ça semblerait très bizarre qu'il soit pas au courant de ça. Soit il a menti une fois de plus. Il y a nécessairement eu des mensonges dans l'affaire. Alors, je vais re-regarder un peu. Alors, Macron, soulèvement de la terre. Alors, Macron, il était en colère, il affirmait ne jamais avoir songé à une invitation. Euh, mais les soulèvements de la terre ont affirmé que l'Élysée a bien cherché à les contacter. Contacté par des membres du cabinet de Gabriel Attal et de Pascal Canfin. Euh, les conseillers du président ont cité à plusieurs reprises les soulèvements de la terre dans le programme d'invitation. L'Élysée avait dit qu'il s'agissait d'une erreur. Ouais, mais c'est un peu bizarre. Moi, je pense que Macron était au courant et que c'était. Ils avaient sorti ça pour essayer de se positionner un peu au-dessus de la mêlée, au-dessus des débats, mais vu que ça a fait une bronca, ils ont décidé de rétropédaler en urgence, en disant que c'est une erreur, et Macron a essayé de se mettre hors de cause. Je pense qu'il y a une arnaque, mais je doute que Macron n'ait pas été mis au courant de ça. Bref, bah tiens, vu qu'on parlait d'Ukraine, alors la guerre en Ukraine. Les Russes auraient repris Avdivka après des combats terribles. Alors ouais, les combats qu'il y a à Bakhmut, à Avdivka, à mon avis, c'est un peu comme Verdun à l'époque. Ça, le conflit.
Le conflit en Ukraine, là, ça ressemble beaucoup à la Première Guerre mondiale. Ça commence avec une phase de mouvement, d'avancée, d'attaque, de tentative de percée, puis ça se fige, ça se gèle, il y a des tranchées qui sont construites, l'artillerie est utilisée de part et d'autre et ils se pilonnent mutuellement. L'artillerie a atteint un tel niveau que les formes de mouvement utilisées auparavant ne sont plus vraiment efficaces. À l'époque de la Première Guerre mondiale, l'usage de la cavalerie, bah, s'était un peu dépassé, mais en même temps, les tanks et les avions n'étaient pas encore suffisamment au point. Alors, les avions, ça a commencé à jouer un rôle à la fin de la Première Guerre mondiale, mais ça c'est resté essentiellement une guerre de tranchées. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où euh, les blindés et l'aviation ne permettent plus de réaliser des percées par rapport au niveau de l'artillerie. Il y a beaucoup de munitions lourdes anti-blindées, y compris utilisables par des fantassins de base. Il y a de l'armement anti-aérien, alors il y a beaucoup d'anti-aériens là-bas, ce qui limite l'emploi de l'aviation. Mais en même temps, les drones, alors c'est un secteur qui est en fort progrès, comme les chars et l'aviation à l'époque de la Première Guerre mondiale, mais c'est pas suffisamment au point pour aboutir à une guerre de mouvement. Lorsque les drones auront beaucoup progressé, il y aura la prochaine grande guerre sera probablement une guerre de mouvement impliquant des drones. Ouais, les drones, il y a tout. Il y a les drones aériens de taille et de complexité diverses. Il y a des drones marins et sous-marins. Alors oui, maintenant c'est utilisé des deux côtés du conflit d'ailleurs. Beaucoup de progrès concernant les drones. La guerre en Ukraine, alors au début, la Russie avait tenté d'attaquer de tous les côtés, sauf que la Russie avait largement sous-estimé l'Ukraine, l'Ukraine qui avait résisté, qui avait réussi à repousser la Russie tout au long de l'année 2022. Sauf que là, la Russie, tactiquement parlant, elle s'est repliée en défense. Alors, je dis sur le plan tactique, hein, je parle de la tactique militaire à court terme. Parce que la stratégie de la Russie est impérialiste. En termes stratégiques, la Russie, elle attaque, hein, elle est impérialiste dans l'affaire. Mais en termes tactiques, au, suite au déboire des premiers mois, elle s'est repliée en défense, autour des positions qu'elle contrôlait déjà. Elle a établi plusieurs lignes de défense, et là, l'Ukraine a du mal à les passer. Parce que du côté ukrainien, en termes d'armement et de munitions, ils dépendent beaucoup de l'aide occidentale. Or voilà, les pays occidentaux, bah, nous, on produit en qualité, mais en termes de quantité, ça suffit vraiment pas. L'Ukraine, elle consomme en un jour ce qu'on produit en une semaine limite. Elle consomme en une semaine ce qu'on met à produire en un, voire plusieurs mois. Du coup, on peut pas du tout tenir la cadence. On était censé livrer 1 million de munitions d'un type déterminé. Concernant l'Union européenne, il y en a que 300 000 qui ont été livrés à la date voulue. Euh, Ensuite, les États-Unis, à cause de tensions internes, l'aide à l'Ukraine, une aide d'une cinquantaine de milliards, est bloquée au Congrès. Le Sénat l'a adoptée, mais elle passe toujours pas le Congrès. Ils tentent d'utiliser là, un mécanisme détourné pour la faire adopter malgré tout, mais je sais pas trop comment ça va se produire. Pour l'instant, ça s'est pas encore produit, on va voir, parce que du côté de Biden, du côté démocrate, ils veulent faire passer l'aide à l'Ukraine, mais les républicains, majoritairement trumpistes, refusent, ce qui la bloque. Euh, Concernant l'aide française, alors, est-ce que vous connaissez AT Chouette, une chaîne YouTube? Moi, je la regarde beaucoup en ce moment parce que je trouve qu'il fait des efforts pour être objectif. Au début, je regardais les vidéos de Xavier Titelman, mais j'ai arrêté de regarder parce que je trouve que le mec, il s'enfonce de plus en plus dans des biais de confirmation. Xavier, alors, Xavier Titelman, je regardais ses vidéos au début il disait des trucs intéressants, mais
à force de biais pro-ukrainiens, il s'enfonce de plus en plus dans ces biais jusqu'à devenir de mauvaise foi. Et ça limite largement la qualité de son analyse. C'est pour ça que je préfère regarder A.T. Chouette qui, lui, il fait beaucoup plus d'efforts pour essayer de surmonter ses propres biais. Récemment, il avait fait une vidéo où il pointait du... Enfin, récemment, il avait fait une vidéo où il mettait en évidence l'écart entre les discours de Macron, les discours assez guerriers, assez martiaux vis-à-vis de la Russie, et la réalité de l'aide effectivement fournie à l'Ukraine et de nos capacités à la fournir. Ce qu'il y dit, c'est qu'en fait, on n'a pas donné grand-chose en armement à l'Ukraine, et qu'en plus, l'aide, elle est comptabilisée au prix du remplacement. C'est-à-dire que si on envoie des vieux canons d'occasion, eh bien l'aide qui sera comptabilisée, ça sera le coût des canons neufs qui auront remplacé ces vieux canons. Donc on voit que du coup, ça sert surtout à gonfler les chiffres. Bon, on n'a pas, la France n'a pas donné grand-chose, déjà parce que nos capacités de production en termes de munitions et en termes d'armement de base sont limitées, parce que nos stocks sont faibles, on n'a que quelques jours de stock pour une guerre à haute intensité. Donc, faiblesse des stocks, faiblesse de la production d'armement en termes quantitatifs, et aussi parce que ces deux paramètres sont tellement faibles que si on envoie à l'Ukraine, eh bien, c'est des armements et des munitions en moins pour notre armée, pour la défense de notre territoire, de notre souveraineté, la préparation et l'entraînement de l'armée. Du coup, si Macron donnait beaucoup à l'Ukraine, ça pourrait créer beaucoup de remous dans l'armée. Et on sait que l'armée, là, c'est en interne, il y a des choses qui se passent à bas bruit. À bas bruit, pas seulement à bas bruit, je vais y revenir. Je vais parler de quelque chose qui s'est passé en 2021, qui avait fait du bruit à cette époque. La prochaine, une prochaine vidéo, je sais pas si ce sera exactement la prochaine ou celle encore d'après, mais à un moment j'y reviendrai. Je parlerai de quelque chose d'important qui s'est produit par rapport à l'armée française. On verra qu'il y a des choses qui se passent. Bref, pour l'instant, le soutien moral à l'Ukraine dans les pays occidentaux reste élevé. Mais il baisse légèrement, et les tensions liées à l'agriculture amoindrissent nettement le soutien réel à l'Ukraine. À l'agriculture sur le continent européen et d'autres tensions liées à la politique intérieure aux États-Unis. Les États-Unis, euh, le fait que, bon, les États-Unis, il y a beaucoup de problèmes de pauvreté, d'inégalité. Il y a les problèmes d'immigration concernant la frontière avec le Mexique, ce qui fait qu'il y a ce qui fait qu'il y a une bonne partie de l'électorat qui se désintéresse de ce qui se passe en Ukraine. Concernant les républicains trumpistes, ils ne veulent plus s'engager en Ukraine. Ils estiment que la priorité, c'est la frontière avec le Mexique, où il y a des problèmes d'immigration illégale, de gangs qui en profitent pour s'introduire. Bref, c'est un peu bordélique là-bas. Euh, et ça peut se comprendre de vouloir d'abord prioriser les enjeux internes par rapport à quelque chose qui se déroule très loin. Et alors, honnêtement, mon avis là-dessus, c'est que Trump, alors d'un côté, Trump c'est un ennemi du prolétariat, hein, nettement. Mais en même temps, si Trump l'emporte, ça pourrait avantager indirectement les luttes en France. Pourquoi? Parce que si Trump l'emporte, lui il compte se désengager de l'Ukraine. Je pense qu'il va le faire parce que en 2016, lorsqu'il avait emporté la première fois, il avait bazardé le TAFTA. Il avait bazardé le traité transatlantique avec les États-Unis et à cette époque, ça, en France, ça nous avait retiré une épine du pied. Pour le coup, c'était une bonne chose qu'il ait bazardé le TAFTA. S'il décide de se retirer les États-Unis d'Ukraine, ça peut être intéressant pour nous parce que ça va signaler une baisse de l'influence dans le monde des États-Unis. Or, en France, l'influence des États-Unis est plus forte et plus néfaste que celle de la Russie. Ne se mentons pas. Aux macronistes et compagnie qui parlent tout le temps de l'ingérence russe, ils parlent beaucoup moins de celle des États-Unis, avec qui pourtant il y a beaucoup plus de problèmes.
Bref. Bah oui, parce que les intérêts de la France, c'est pas du tout ceux de l'Ukraine. La France et la Russie, le seul moment où il y a eu un vrai conflit entre la France et la Russie, c'était sous l'époque napoléonienne, parce que, bon, Napoléon avait traversé le Saint-Empire romain germanique et y avait mis fin. Il avait continué à aller plus loin. Il y avait eu la campagne de Russie qui avait été un désastre d'ailleurs. L'armée française y a laissé ses meilleurs combattants là-bas et ça a précipité la chute de Napoléon. Mais sinon, alors depuis ce moment, on n'a pas eu tellement de conflits avec la Russie, quoi. Bon, entre autres parce qu'entre les deux, il y avait l'Allemagne, il y avait l'Empire austro-hongrois, bref, il y avait d'autres puissances entre deux. En fait, en France, on n'a pas subi l'impérialisme russe. Ou à peine, quasiment pas. On n'a quasiment pas subi l'impérialisme russe en France. On a davantage subi celui des États-Unis. La France, c'est pas l'Ukraine. Ukraine, ils ont subi l'impérialisme russe. En France, beaucoup moins. On n'a vraiment pas les mêmes intérêts que l'Ukraine. Si l'Ukraine rentre dans l'UE et dans l'OTAN, en termes géopolitiques, ça signerait une forme de renforcement du camp euro-atlantiste en termes impérialistes, donc c'est-à-dire ça signifierait le renforcement de l'impérialisme dont la France est membre, donc ce n'est pas une bonne chose. Et ensuite, en termes économiques, en termes de concurrence déloyale de tous les côtés, ça serait catastrophique. Bon, je pense qu'à cause des problèmes de concurrence, et déjà vu les luttes qu'il y a en ce moment en France, en Espagne, aussi au Portugal, je crois, en Italie, en Grèce, en Allemagne, en Pologne, je pense que bon, ça va. L'entrée dans l'UE, je pense que ça va pas se faire, ça va pas être possible. De toute manière, si jamais il y a une procédure en cours, enfin, si jamais il y a une procédure d'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne éclatera avant que cette procédure arrive à son terme. Bref, alors je disais, la Russie s'est repositionnée tactiquement en défense. Ce qui est avantageux parce que tenter de contenir une armée ennemie, c'est moins coûteux en hommes, en munitions, en ressources, que de tenter de percer. Là, l'Ukraine, pour récupérer son territoire, bah, elle doit effectuer des percées. La Russie, elle peut se contenter de contenir, ce qui lui permet d'essayer de limiter ses pertes. En Russie, ils ont une population plus importante qu'en Ukraine, mais surtout, en Russie, en termes de capacité de production, ils ont une vraie industrie de l'armement. Le matériel russe, certes, en termes qualitatifs, est moins performant que le nôtre, mais en termes quantitatifs, ils ont une vraie production en quantité. Ils sont capables de vraiment produire en masse. Ils se fournissent aussi du côté de l'Iran et de la Corée du Nord. Alors, Corée du Nord, ils produisent aussi énormément en quantité, bien que qualitativement, ça soit largement vétuste de leur côté. Attention, à force de faire de la surqualité, on a oublié l'aspect quantitatif, qui en ce moment est en train d'être déterminant. La Russie, elle produit beaucoup plus de munitions que tout l'Occident réuni, en quantité. Et ça, c'est important, si on veut avoir une masse. La Russie continue à avoir des munitions parce qu'ils ont réussi à mettre en route leur industrie de l'armement. Alors ça s'est pas fait sans mal, parce que bon, il y a beaucoup de problèmes de corruption, de bureaucratisme en Russie. Mais bon, il faut se souvenir, alors, pour le coup, comparaison avec la Seconde Guerre mondiale qui peut être valide, c'est que l'URSS sous Staline, alors oui, bon, gros machin, bureaucratique, avec de la corruption en interne, etc. Au début, lorsque l'armée nazie décide d'effectuer une percée, au début, ça les débandade. Au début, ils ont des pertes énormes, ils doivent se replier. Mais ils réussissent à se repositionner à l'arrière, à remettre en marche leur industrie qui a été entièrement déplacée, et à réussir à reprendre du terrain ultérieurement. C'est-à-dire que du côté russe, même s'il y a énormément de pertes au début, ils peuvent toujours se relever. Et alors, c'est peut-être ce qui est en train de se produire en Ukraine. Là.
Après, bien sûr, là, la guerre actuelle, au niveau militaire et géopolitique, c'est plus proche de la de la Première Guerre mondiale que de la Seconde. Je réinsiste là-dessus. L'économie russe a encaissé difficilement les sanctions, mais elle s'est pas effondrée. En revanche, nous, on s'est pris des effets secondaires de sanctions. Du coup, l'Union européenne sera peut-être perdante dans l'affaire à terme. En tant que tel, c'est pas un problème parce que si si l'impérialisme de nos pays est affaibli, si l'impérialisme français notamment ressort encore affaibli, ce qui est notamment le cas par rapport au coup d'État dans l'ancienne zone coloniale française, bah ça va limiter les marges de manœuvre de la bourgeoisie qui est en France et ça va avantager nos luttes à nous communistes sur le long terme. Si l'impérialisme français s'affaiblit, son effet, ce qui d'ailleurs est le cas depuis des décennies, l'impérialisme français est toujours présent, la France est toujours un pays impérialiste, mais un impérialisme qui ne cesse de s'affaiblir. Si ça continue, ça va nous avantager parce que ça va réduire la marge de manœuvre. Ça va réduire la marge de manœuvre de la bourgeoisie française, ça va réduire la puissance corruptrice de l'impérialisme, et ça va avantager nos luttes à nous, communistes, dans le rapport de force. Du coup, l'affaiblissement de l'impérialisme français et plus généralement de l'impérialisme euro-atlantiste, de la coalition impérialiste euro-atlantiste dont la France est membre, leur affaiblissement, c'est une bonne nouvelle. Alors, parler un petit peu du conflit israélo-palestinien, alors. Israël est en train d'effectuer plein d'opérations armées aux alentours de Gaza. Il y a énormément de victimes civiles. Alors ouais, curieusement, dites donc, j'observe qu'il y a un énorme double standard du côté de nos dirigeants, du côté du camp impérialiste euro-atlantiste. Quand la Russie bombarde les villes ukrainiennes du côté euro-atlantiste, ça condamne sans ambiguïté. En revanche, quand Israël fait pareil en Palestine, ah bah pour le coup, oui, mais Israël a quand même le droit à se défendre. Alors ça parle mollement d'un cessez-le-feu, de demander à Israël l'autorisation de l'entrée d'une aide humanitaire. En revanche, aucune sanction économique contre Israël. Contre la Russie, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, a tenté d'envahir l'Ukraine, lorsque la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine, le camp euro-atlantiste a décidé de sanctionner la Russie. D'une façon un peu ridicule, bon, Trouble-Fait a fait des vidéos là-dessus, voilà. Mais le camp euro-atlantiste a décidé de sanctionner la Russie. En revanche, Israël, par rapport à ce que Israël fait à Gaza, est-ce qu'il y a des tentatives de sanctions? Non. Il y a juste des condamnations morales. Et d'ailleurs, ça a son influence aux États-Unis. Biden est en train de légèrement dévisser, enfin, dévisser, le mot est un peu fort. Biden est en train de perdre quelques pourcents dans les sondages parce que l'électorat musulman reproche à Biden le soutien à Israël. Eux qui avaient voté Biden en 2020 pour virer Trump du pouvoir, ils se sentent trahis et du coup ils comptent s'abstenir. L'électorat musulman aux États-Unis qui reproche à Biden de soutenir Israël et ça lui posait problème. Alors, il y a aussi des problèmes concernant son âge, sa santé mentale, parce que le type, on, il y a vu vu son état mental actuel, on se demande si c'est vraiment lui qui est président, quoi. Est-ce que c'est vraiment lui qui prend les décisions? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui règnent en secret sans avoir été élus? Bref. Trump est assez âgé aussi, mais en termes d'état mental, c'est pas les mêmes préoccupations, quoi. Trump, il fait pas aussi grabataire que Biden. Trump, c'est plutôt, est-ce qu'il est pas un petit peu fou sur les bords ou est-ce qu'il va nous emmener? C'est d'autres doutes concernant l'état mental. Bon, désolé pour mon intervention très décousue, mais encore une fois, c'est quelque chose à faire un peu à l'improviste, non préparé. Bref, alors, donc j'ai parlé du mouvement des agriculteurs en France, du salon de l'agriculture où il y avait une vaste mascarade de pseudo-débats entre Macron et des agriculteurs. Bon, on voit les agriculteurs, ils n'étaient pas convaincus. Et heureusement, ils ne se sont pas fait berner.
Macron, à force d'essayer de mener les gens en bateau, en essayant de contrôler les conversations, en essayant de les amener là où il veut, bah à force, la ficelle, elle est usée. Et du coup, à terme, ça va plus marcher. Et il pourra plus arnaquer les gens comme il le fait avant. J'ai parlé alors du mouvement des agriculteurs, alors spécifiquement en Pologne, où ça prend une tournure assez forte. Alors ouais, là-bas en Pologne, les agriculteurs polonais, ils sont très vénères. J'ai parlé un peu de la guerre en Ukraine, où la Russie, après les déboires du début, au début, j'avais rapporté les défauts de logistique, de stratégie, les défauts, quelques défauts sur matériel, et tous les reculs qui s'en étaient suivis. Sauf que là, du côté russe, ils ont l'air de s'être repositionnés. Au lieu de tenter l'attaque tout azimut, ils se sont repositionnés en tactiquement en défense. Ils ont rebasculé dans une logique de guerre d'usure. Ils ont décidé d'essayer de tenir le temps de mettre en marche, de faire vraiment tourner leur industrie de l'armement, histoire d'essayer de lentement reprendre le dessus, non pas en termes de percée rapide, mais à l'usure. Là, pour l'instant, la situation reste un peu bloquée, mais attention, maintenant que l'industrie de l'armement russe est en marche, l'Ukraine aura beaucoup plus de mal à atteindre ses objectifs. Et d'ailleurs, il y a eu un changement de commandant en Ukraine. Zalouzny qui a été limogé au profit d'un autre. Il y avait eu alors une affaire de... Ça discutait que ouais, il y aurait des désaccords de plus en plus forts entre Zalouzny et Zelensky, ils ne se parleraient plus, etc. Zelensky qui soupçonnerait Zalouzny d'avoir des ambitions politiques, etc. Bon, il y a des tensions croissantes entre les deux personnes. Zalouzny qui avait dit que ouais, il faudrait un demi-million d'hommes supplémentaires, l'Ukraine va pas pouvoir récupérer tous les territoires, incluant la Crimée. Pour avoir dit ça, il y a eu des désaccords accrus avec Zelensky parce que Zelensky veut continuer à croire que c'est possible de tout récupérer et qu'il n'y aura pas besoin de faire une levée en masse supplémentaire. Bon, sur le coup, alors Zelensky, il est hors sol, hein. Quand Zalouzny dit que pour réaliser les objectifs, il faudrait un demi-million d'hommes en plus et que la Crimée, ça risque d'être très dur à récupérer, il a raison. Il est réaliste. Zelensky, il est hors sol. Il a limogé par rapport à un type, alors Sierski, un truc dans le genre, qui alors serait décrit comme étant un peu de style soviétique, c'est-à-dire qui s'en fout des pertes humaines pour atteindre l'objectif. Ah bah à ce niveau-là, la démographie ukrainienne et l'après-guerre, ça va être encore pire. Récemment, par rapport aux échecs de la contre-offensive, il aurait blâmé l'armée, il aurait blâmé ses subordonnés. Bon, euh, ce qui est clairement mesquin de sa part. Non, l'armée ukrainienne, elle fait ce qu'elle peut. C'est surtout qu'en face, côté russe, ils ont une masse d'armement que l'Ukraine n'a pas. C'est parce que l'aide occidentale à l'Ukraine se tarit en raison de questions politiques intérieures multiples. Euh, et le fait qu'il blâme l'armée comme ça, c'est mesquin de sa part. Ah, Sierski, attends, je vais vérifier son nom. Commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Alors, l'ancien, donc c'est Valéry Zalouzny, il a été remercié. Ah, il est ambassadeur au Royaume-Uni maintenant. Il a été remplacé par Alexander Sierski. Voilà, Sierski. Euh,
Comment dire? Euh, Ouais, la situation en Ukraine est bloquée. Euh, où j'en étais? Ah oui, on va reparler un petit peu du conflit israélo-palestinien. Alors ouais, je parlais du double standard. Ce qui se passe avec ce que fait Israël, alors il y en a qui parlent de génocide. Je n'irai pas jusqu'à parler de génocide. Je pense que parler de génocide des Palestiniens est exagéré, mais on peut parler de crimes contre l'humanité, comme les bombardements russes sur les villes ukrainiennes. Sauf que là, bizarrement, les pays euro-atlantistes, ils condamnent pas de la même manière. Bah oui, le droit international, pour qu'il soit respecté, il faut qu'il soit respectable. Et pour qu'il soit respectable, il faut que ce soit le même pour tout le monde. À partir d'un certain degré de double standard, le droit international, il n'existe plus, ce n'est qu'une farce. Quand nos pays se réclament du droit international, c'est de l'hypocrisie complète parce qu'ils n'ont pas hésité à s'asseoir dessus quand ça les arrangeait. Alors ça ne justifie pas ce que fait la Russie, bien évidemment, mais avant d'accuser la Russie, ils devraient un petit peu balayer devant leur porte, et même à l'intérieur, parce que dis donc, à l'intérieur, c'est les écuries d'Augias. Bref. Quand ils se qualifient de pays libre, de représentants du monde libre par rapport, en opposition aux autoritarismes, aux tyrans, aux dictatures, alors bon, c'est un peu grossier, sachant que Macron en France n'a de cesse de s'asseoir sur la démocratie. Alors on n'est pas dans une dictature stricto sensu, mais on est en dérive autoritaire. Voilà. Voilà, l'hypocrisie du camp euro-atlantiste, comme d'habitude. Euh, En revanche, la reprise du conflit israélo-palestinien, ça induit une recrudescence d'antisémitisme. Alors, je condamne les actes antisémites. Il faut vraiment différencier les Juifs et Israël. Tous les Juifs ne sont pas pro-Israël, et il y a des gens qui ne sont pas Juifs qui sont pro-Israël. Par exemple, alors les évangélistes aux États-Unis, bah, ils sont pas Juifs et pourtant ils soutiennent fortement Israël. Euh, pour des histoires de prophéties à la con, bref. Israël, c'est un État qui a une certaine relation particulière avec le judaïsme, mais euh, c'est pas les juifs. Accuser les juifs d'être responsables de ce que Israël commet, c'est pour le coup c'est antisémite. Mais pour autant, alors je ne soutiens pas Israël. Moi je l'avais dit dans le live précédent, avant je croyais à la solution à deux États, j'ai cessé d'y croire quand vu la tournure que prend le conflit et vu ce qu'Israël avait fait. Et depuis ce moment-là, je ne soutiens plus Israël. Je ne soutiens pas non plus le Hamas, hein. Le Hamas, c'est des merdes islamistes. Mais Israël, je ne soutiens plus. C'est fini. Ce conflit, c'est un vieux serpent de mer qui s'est transformé en cancer et qui est en train de métastaser. Alors d'un côté, t'as des islamistes, une branche des frères musulmans, de l'autre, t'as un vieil État colonial, tête de pont du camp euro-atlantiste. C'est vraiment un gros tas de merde ce conflit. C'est une catastrophe. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Euh,
Donc j'ai parlé alors des agriculteurs en France, j'ai dit l'essentiel, avec le salon de l'agriculture et Macron qui fait encore une fois le pitre. Il était hué de tous les côtés, bien fait pour sa gueule. Il y a eu des Macron d'émission qui étaient scandés. On voit vraiment que la confiance avec le pouvoir est rompue. Macron a beau dire des trucs, les agriculteurs en face ne lui font pas confiance. Et ils ont raison de ne pas lui faire confiance, parce que Macron, mais il parle, il parle, il parle, mais on dirait que c'est surtout pour se mettre en scène. Contrôler la conversation et préparer sa campagne pour les européennes éventuellement. Enfin, sa campagne, la campagne de son parti, pour préparer la campagne de son parti pour les élections européennes. Pologne et Ukraine, eh bien, j'en ai parlé. La guerre en Ukraine spécifiquement, avec, oui, l'industrie de l'armement russe, qui a une capacité de production quantitative dont on n'est plus du tout capable. Alors, notons deux choses. L'économie russe, c'est une économie où il y a beaucoup de ressources, parce que géographiquement, le territoire russe, il y a énormément de ressources. C'est une économie qui est relativement étatisée, parce que au cours des années 90, il y a eu beaucoup de privatisation. Mais alors, depuis que Poutine est au pouvoir, il tente de reprendre la main sur l'économie russe, soit en étatisant certains secteurs, soit en mettant les oligarques au pas. Du coup, de fait, le niveau d'étatisation de l'économie russe est remonté. Or voilà, on sait que dans le cadre d'une économie de guerre, une économie de guerre dans un cadre capitaliste, ça a tendance à fonctionner de façon assez étatisée, euh, à beaucoup se reposer sur la production nationale, sur les ressources. C'est-à-dire la direction que prend la Russie depuis des années et des années. Or, en Ukraine, ils font l'inverse. En Ukraine, ils ont privatisé des trucs. Ils préparent à davantage d'actions pour le marché. Bref, l'Ukraine fait un petit peu le contraire de ce qui se déroule actuellement, enfin, de ce qui se déroule habituellement dans une guerre entre pays capitalistes. Et du coup, le fait qu'elle ait des difficultés, c'est pas étonnant. Bref. Alors à propos de l'impérialisme états-unien par rapport à l'impérialisme russe, faut rappeler que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis avaient débarqué en Normandie, c'était pour mettre la France sous tutelle. C'était l'AMGOT, A-M-G-O-T. euh, Ils avaient prévu de mettre la France sous tutelle. Ils avaient déjà tout préparé, les billets de francs qui ressemblaient beaucoup au dollar, etc. De Gaulle, il était au courant du truc et il a tenté de leur couper l'herbe sous le pied. C'est ce qu'il a fait. Alors, euh, De Gaulle, il avait toujours refusé de commémorer le débarquement en Normandie parce qu'il a considéré que c'était le prélude à une seconde occupation du pays. Il commémorait celui en Provence. Euh, je... De Gaulle qui dit, la France a été traitée comme un paillasson. Churchill m'a convoqué comme un châtelain sonne son maître d'hôtel. Bon, ça, c'est une phrase. Euh, Ah bah tiens, là je suis en train de lire un article de l'Écrise, là je suis tombé là-dessus, bon je vais vous le lire. Euh, discussion entre Alain Perfit et Charles de Gaulle. Alain Perfit il dit, croyez-vous, mon général, que les Français comprendront que vous ne soyez pas présent aux cérémonies de Normandie? Charles de Gaulle y répond, c'est Pompidou qui vous a demandé de revenir à la charge? Enfin, c'est Pompidou qui vous a demandé de revenir à la charge? Eh bien non, ma décision est prise. La France a été traitée comme un paillasson. Churchill m'a convoqué d'Alger à Londres le 4 juin.
Il m'a fait venir dans un train où il avait établi son quartier général comme un châtelain sonne son maître d'hôtel, et il m'a annoncé le débarquement sans qu'aucune unité française ait été prévue pour y participer. Nous nous sommes affrontés rudement. Je lui ai reproché de se mettre aux ordres de Roosevelt, au lieu de lui imposer une volonté européenne. Au lieu de lui imposer une volonté européenne. Il m'a crié de toute la force de ses poumons: De Gaulle, dites-vous bien que quand j'aurai à choisir entre vous et Roosevelt, je préférerai toujours Roosevelt. Quand nous aurons à choisir entre les Français et les Américains, nous préférons toujours les Américains. Quand nous aurons à choisir entre le continent et le grand large, nous choisirons toujours le grand large. Il me l'a déjà dit, ce souvenir est indélébile. Donc ça, c'était lorsque Churchill répondait à De Gaulle. Le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des Anglo-Saxons. Donc là, c'est De Gaulle qui poursuit. Le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des Anglo-Saxons, d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France comme en territoire ennemi, comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s'apprêtaient à le faire en Allemagne. Ils avaient préparé le Ramgot, Allied Military Government for Occupied Territories, qui devait gouverner souverainement la France à mesure de l'avance de leur armée. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie qui aurait eu cours forcé. Ils seraient conduits en pays conquis. C'est exactement ce qui serait passé si je n'avais pas imposé, oui, imposé mes commissaires de la République, mes préfets, mes sous-préfets, mes comités de libération. Et vous voudriez que j'aille commémorer leur débarquement alors qu'il était le prélude à une seconde occupation du pays? Non, non, ne comptez pas sur moi. Je veux bien que les choses se passent gracieusement, mais ma place n'est pas là. Et puis ça contribuera à faire croire que si nous avons été libérés, nous ne le devons qu'aux Américains. Ça reviendrait à tenir la résistance pour nulle et non advenue. Notre défaitisme naturel n'a que trop tendance à adopter ces vues. Il ne faut pas y céder. En revanche, en revanche, ma place sera au Mont Faron le 15 août, puisque les troupes françaises ont été prépondérantes dans le débarquement en Provence, que notre première armée y a été associée dès la première minute, que sa remontée fulgurante par vallée du Rhône a obligé les Allemands à évacuer tout le Midi et tout le Massif central sous la pression de la résistance. Et je commémorerai la libération de Paris, puis celle de Strasbourg, puisque ce sont des prouesses françaises, puisque les Français de l'intérieur et de l'extérieur s'y sont unis autour de leur drapeau, de leur hymne, de leur patrie. Mais m'associer à la commémoration d'un jour où on demandait aux Français de s'abandonner à d'autres qu'eux-mêmes, non! Il faut commémorer la France et les Anglo-Saxons. Bon, là j'ai coupé une partie du passage parce que bon, là ça change pas grand-chose. Voilà, la phrase pour l'occupation des territoires. Alors voilà, les États-Unis, au moment où ils voulaient débarquer, ils comptaient occuper le territoire. Si ça n'a pas été le cas, c'est grâce à la résistance. Aux gaullistes, d'une part, qui tenaient la souveraineté du territoire, aux PCF, d'autre part, qui étaient certes à l'est, mais qui du coup n'étaient pas à l'ouest. Et ça a fait que la France est restée souveraine. Bref. L'Union européenne, ça a été le cheval de Troie des États-Unis pour essayer de prendre le contrôle de la géopolitique du vieux continent. Parce que voilà, les États-Unis savaient que l'Union européenne, c'était des pays trop différents pour que ça forme une véritable puissance unique, surtout si ça s'étend en plus. Mais que, en plus, ça leur permettrait d'ouvrir de nouveaux marchés. Bref, on a eu beaucoup plus de soucis avec l'impérialisme états-unien qu'avec l'impérialisme russe en France. Voilà. Euh, où j'en étais. Ça va faire 1 heure, là. Ça va faire 1 heure que je palabre. Je crois que, ouais. Israël-Palestine, donc j'ai parlé du double standard.
de nos dirigeants, parce que moi, d'un côté, je déteste le Hamas parce que ce sont des islamistes, hein, j'en avais déjà parlé, mais de l'autre, je ne peux plus soutenir Israël après ce que j'ai appris. Par rapport à ce qu'Israël avait fait au cours de l'histoire, c'est fini. Voilà. Je vais pas non plus défendre les actes antisémites qu'il y a, parce que bon, ça pour le coup, c'est dégueulasse. Tenir les Juifs pour responsables de ce que fait Israël, c'est un glissement antisémite, je trouve. Surtout quand ça tourne à des agressions, etc. C'est dégueulasse. Non, Juifs et Israël, c'est deux choses différentes. Reprocher aux sionistes de soutenir Israël, ça c'est différent pour le coup, parce que le sionisme, c'est le soutien à Israël d'une certaine manière, et bah maintenant je ne suis plus sioniste. Avant, j'étais partisan d'une solution à deux États, mais maintenant c'est fini. Non, Israël, ça, la machine d'État israélienne doit être démolie. Bah, déjà parce que c'est un État capitaliste, et à ce compte-là, la machine d'État française bourgeoise devra aussi être démolie, mais aussi pour l'aspect impérialiste, néo-apartheid, colonial, bref. Euh, il faudra démolir les machines d'État bourgeoises. Non seulement parce qu'elles sont au service du capital, mais a fortiori si elles sont impérialistes. Voilà. La guerre en Ukraine, eh bien, j'ai abordé l'essentiel, l'agriculture, etc. Bon, j'ai dépassé l'heure, je pense qu'on va s'arrêter là. Allez, hop.